Donc Benjamin Jean, président d'OpenLaw, qui va nous parler donc de blockchain et propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et l'organisation de cette journée. Alors, quelques mots très rapides pour me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Jean, je suis effectivement président d'OpenLaw. J'en parlerai en quelques mots tout à l'heure. Je suis donc juriste de formation spécialisé en propriété intellectuelle. Et je travaille depuis, on peut dire longtemps, tout est relatif, hein, mais une quinzaine d'années sur tout ce qui est lié à l'open source, l'open data, ou en tout cas d'une manière générale, comment différents acteurs peuvent travailler ensemble pour créer différemment, exploiter différemment. Et la raison pour laquelle je voulais le préciser, c'est qu'en fait, pour moi, la blockchain, au même titre que l'open source, n'est pas intéressante en tant que technologie. Ça a déjà été dit, mais vraiment, j'aimerais insister dessus, mais surtout en tant que modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, ça change les choses parce qu'il y a de nouveaux usages qui vont se développer. Il y a une nouvelle façon, merci beaucoup, une nouvelle façon aussi de collaborer et donc un potentiel qui est particulièrement intéressant. Je ne vais pas prendre la décision pour vous. Donc, alors, quelques mots. OpenLaw, c'est une association qui a été créée relativement récemment, donc il y a 2 ans, et qui a vocation à réunir tous les acteurs du monde du droit. Alors quand je dis tout, c'est vraiment le plus largement possible. Ça va du législateur, différentes assemblées, il y a les ministères, il y a la DILA, il y a plein d'acteurs du secteur public, des collectivités, des autorités indépendantes, mais aussi d'autres acteurs du monde du droit, que sont les avocats, les huissiers, les notaires, les différents ordres, les éditeurs juridiques, les éditeurs de logiciels dans le champ du droit. Donc voilà, on essaie de brasser le plus largement possible, et notamment de réunir des acteurs qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas la tendance, qui n'ont pas l'habitude ne serait-ce que de parler et de collaborer. Et pour ce faire, on leur donne un cadre qui est assez simple, c'est qu'on leur dit que tout ce qui est fait ensemble sera partagé, sera ouvert, sera collaboratif. Donc c'est un pari, c'est un parti pris, et ce qui est intéressant, c'est que ça marche plutôt bien. Donc on a 2 ans d'existence et un certain nombre de projets intéressants à notre actif. Sans rentrer plus dans le détail, nos champs d'intervention, c'est tout ce qui est data. C'est-à-dire qu'on a participé activement à l'ouverture de toutes les données juridiques, que ce soit la loi, que ce soit la jurisprudence, les conventions collectives, d'autres données qui peuvent être diffusées par ailleurs. Tout ce qui est technologie, donc comment ces données sont traitées, et la blockchain en fait partie, et aussi tout ce qui est usage et filière, donc comment les acteurs du monde du droit peuvent changer leur métier, peuvent changer la manière de travailler avec d'autres acteurs, sachant que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui d'il y a 20 ans, 50 ans, et que la plupart des acteurs du monde du droit n'ont pas changé depuis 50 ans, voire plus. Donc on est vraiment dans cette idée d'amener les gens à se transformer parce qu'il faut le faire. Les sociétés, de manière générale, les grands groupes du secteur privé sont en pleine transformation numérique, digitale, on utilise tout ce qu'on veut. Le droit qui est de partout, ces acteurs juridiques qui les accompagnent, ont besoin aussi de se saisir de cette opportunité. Donc voilà, ça faisait une introduction peut-être un peu longue, mais tout ça pour vous dire que sur le domaine de la blockchain, j'avais pas vu, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects techniques, mais sur le domaine de la blockchain, on s'en est saisi il y a un an en se disant, ça c'est une thématique dont tout le monde parle. Il y a notamment dans blockchain, en tout cas associé à la blockchain, cette notion de smart contract. Dans smart contract, il y a contrat, c'est écrit comme tel. Donc forcément, tous les juristes veulent en faire, tous les juristes veulent en être. Et en fait, c'est peut-être pas tout ce qu'ils pensent voir derrière cette notion de contrat. Donc c'était désacraliser, puis les aider à s'approprier la technologie et s'en emparer. Donc juste 2 définitions, mais en tout cas 2 slides très rapides. La première, c'est la définition très technique de ce qu'est la blockchain. Et je ne rentre pas dans le détail, mais pour la faire suivre d'une autre qui n'est pas du tout technique, et qui d'ailleurs, même avant que la blockchain soit vraiment connue comme elle l'est aujourd'hui. Et donc, je pense que vous connaissez tout le personnage que j'ai affiché au tableau à l'écran. Laurence Lessig, donc un constitutionnaliste américain qui travaille qui est notamment à l'origine des Creative Commons et qui travaille beaucoup sur quelle manière l'Internet, le numérique peut libérer les choses, peut changer notamment le droit et la propriété intellectuelle, parce que c'est l'une de ses spécialités, et qui avait rédigé un ouvrage qui s'appelait Code is Law. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était vraiment dans cette idée qui est très
tendance, est très actuelle quand on parle de la blockchain, à savoir est-ce qu'on doit se faire gouverner par le code ou est-ce qu'on doit gouverner le code? Et puis où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Parce que parfois il y a un peu des deux et c'est justement dans cette juste appréhension de la technologie qu'on peut aussi apporter toute notre compétence et tout notre métier. Donc Laurence Lessig, pas besoin de plus parler de lui, mais c'est quelqu'un qui, sans être présent sur la thématique de la blockchain, en tout cas, est très intéressé par cette capacité à comprendre les effets de la technologie dans le monde dans lequel on vit. Alors, en fait, je ne vois pas l'écran quand je suis ici. Moi, pareil, je vais pas. Alors, souvent, les juristes sont les spécialistes qui vous donnent une vérité. Là, il n'y a pas de vérité à vous donner, en fait, concernant la blockchain. À savoir que tant qu'il n'y aura pas un marché, tant qu'il n'y aura pas plein d'acteurs qui auront fait le choix, qui auront investi sur la blockchain et qui justifieront, je dirais, les réformes qui sont potentiellement nécessaires, il n'y aura pas une vérité vraie en matière de propriété intellectuelle ou en matière juridique associée à la blockchain. Donc c'est plus des grands principes ou des grandes idées qui me semblent importantes. Partager avec vous. Première chose, c'est que Ethereum, on en a parlé à plusieurs reprises, souvent est présenté comme en fait, cet ordinateur mondial. Ah oui, effectivement, c'est-à-dire que quand on met des smart contracts, quand on utilise la blockchain pour traduire des engagements juridiques, on le met sur l'ordinateur sur lequel tout circule. Et ça peut changer beaucoup de choses. On le verra sur la manière même de penser la gestion de la propriété intellectuelle. C'est quelque chose qui est, à mes yeux, d'autant plus intéressant vis-à-vis de la société dans laquelle on se trouve. Alors j'ai parlé tout à l'heure brièvement de l'open data. C'est un autre gros sujet, en tout cas à mes yeux. Qui concerne moins la thématique d'aujourd'hui, mais c'est cette tendance de la société de l'information. On veut que tout soit sur Internet, alors que ce soit en open ou pas, mais on fait en sorte que toutes les données soient sur Internet et puissent s'interconnecter aussi relativement facilement. Et ça, c'est déjà le cas. On est dans cette mouvance et c'est un peu la course entre tous les acteurs, à savoir qui mettra le plus de contenu sur Internet. La propriété intellectuelle ou la gestion des droits associés à ce qui est mis sur Internet, là, on en est vraiment au balbutiement. Que ça commence un peu, il y a des licences open data, ce sont des contrats génériques, ok, très bien, mais c'est qu'une infime partie des contrats qui sont utilisés sur toutes ces ressources qui sont mises sur Internet. Et c'est là où j'étais vraiment sensible aux interventions qui ont précédé. Il y a un vrai besoin, d'une part, d'harmoniser la diversité des contrats et des clauses qu'on va trouver sur Internet, mais aussi de faciliter la combinaison, la combinatoire entre les différentes clauses, et là c'est là où le droit rejoint l'informatique, entre les différentes clauses qui vont pouvoir se retrouver dans les différents contrats. Et cette logique, je parlais tout à l'heure de modèles aussi, de plus en plus d'innovations se font dans des modèles qui sont horizontaux, et la blockchain, c'est vraiment le support, l'infrastructure à ces nouveaux modèles. Donc juste quelques remarques pour ce qui concerne la propriété intellectuelle et l'impact que la blockchain peut avoir à cet égard. C'est d'une part que la blockchain va faciliter la gestion de la copropriété. Alors, qui est juriste dans la salle? Il y a quelques bras qui se lèvent. La copropriété, c'est une horreur en droit. La copropriété, c'est le pire des scénarios en propriété intellectuelle. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été prévu pour ne jamais durer. Sauf que c'est ce qui se multiplie. En fait, maintenant, on ne fait plus rien seul, on fait toujours avec les autres. Donc, on a toujours cette question de comment gérer la copropriété de la manière la plus fine, avec le maximum de prévisibilité qu'on peut se donner dans le cadre du contrat. Alors même que c'est quelque chose qui est presque contraire à l'esprit même de la loi, ou dans la manière dont la copropriété a été associée, ou en tout cas imaginée dans le cadre de la propriété intellectuelle. Ce qui est intéressant dans la blockchain, en tout cas dans la technique, et sans rentrer dans le détail, mais aussi dans les smart contracts, c'est qu'on va pouvoir essayer d'automatiser ça le plus possible. On va pouvoir gérer beaucoup plus facilement, et c'est l'un des intérêts, à mon avis, de la blockchain, et de l'initiative qui a été lancée il n'y a pas très longtemps par Creative Commons. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pourrais vous en dire deux mots, que de faciliter la réutilisation de contenus qui sont réalisés par d'autres et le respect des engagements associés à la réutilisation des contenus. Donc il y a cette logique où maintenant, sur Creative Commons, je pense que vous connaissez Creative Commons, donc cette logique, cette dynamique qui a été lancée par Laurence Lessig et d'autres il y a quelques années maintenant, le petit logo CC qui dit bon, vous pouvez utiliser le contenu. Suivant la petite clause qu'il y a derrière, que ce soit du NC, du ND ou du share alike, les conditions d'exploitation ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous savez que vous pouvez exploiter, mais il faut faire attention à bien respecter ces trois typologies d'obligations qui peuvent être raccrochées. Maintenant, lorsqu'on diffuse son contenu sur Internet, on peut aussi utiliser la blockchain pour pouvoir authentifier la licence, authentifier la licence qui est associée à notre contenu. Donc, imaginons que je diffuse mon contenu
sur Internet, je vais pouvoir dire tel contenu, c'est moi qui suis l'auteur. Déjà, ça c'est un élément qui est plutôt intéressant. Mais en plus, les droits que j'associe à ce que j'ai fait sont ceci et cela. Ça, c'est quelque chose qui sans dire que c'est révolutionnaire, en tout cas qui est relativement intéressant pour les juristes, de faciliter la preuve d'une part qui est l'auteur et d'autre part quels sont les droits qui ont été concédés. L'autre élément qui est important, et c'est en fait l'exemple qui vient d'être évoqué, c'est l'exploitation des droits. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans cette logique où une fois que l'œuvre a été créée, on veut l'exploiter, on sait qu'il y a plein de cotitulaires, on sait qu'il y a des auteurs d'œuvres, de l'œuvre des auteurs qui ont créé des choses qui sont imbriquées dans l'œuvre qu'on a nous-mêmes créée. Donc il y a une multiplicité d'acteurs et de titulaires de droits. On va pouvoir, par ce biais-là, par les smart contracts et par la blockchain, quand je dis comme ça fait comme si on révolutionnait le monde, mais en tout cas, on va pouvoir simplifier par cette logique informatique. En fait, c'est plus le côté informatique et automatique qui est intéressant. Fluidifier tout ça. On va pouvoir faire des choses qui aujourd'hui sont très compliquées. Ce que j'évoque aussi, non, j'en parle dans la slide qui suit, mais alors, ce que je voulais peut-être terminer en parlant de l'exploitation des droits, c'est aussi une logique qui pour moi peut être intéressante dans le cadre des sociétés de gestion collective, c'est-à-dire qu'il y a tout ce trafic entre sociétés de gestion collective. Vous savez, les banques, on en a parlé tout à l'heure, la première application qu'elles ont vue à la blockchain, alors c'est pas vis-à-vis de leurs clients, non. Mais en revanche, c'est au regard des transferts qu'elles ont entre banques. Parce que là, oui, c'est une technologie qui permet de fluidifier, qui permet de réduire le coût lié à toutes les opérations que les banques font systématiquement entre elles. Mais de la même façon, toutes les sociétés de gestion collective sont connectées pour gérer les droits qu'elles collectent pour le compte d'une autre sur son territoire. Et là, on peut rentrer dans cette logique où ça serait l'outil, entre guillemets, le plus simple, le plus adapté à cette gestion à l'international des droits de propriété intellectuelle. Alors, d'autres points qui sont là, peut-être qui vont un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire en matière de propriété intellectuelle. Première chose, le démembrement des droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est l'intérêt de la fiction juridique qui est la propriété intellectuelle, c'est qu'on peut très bien, on peut le faire sur tout objet physique, démembrer les droits qu'on a sur un objet en disant je suis propriétaire, mais ma propriété en fait est limitée à tel territoire, pas à tel autre, ou la propriété que j'ai sur tel objet, elle ne me permet que de représenter, mais pas de reproduire, et ainsi de suite. En fait, on a cette idée, via la propriété intellectuelle, on peut décider très finement qui est propriétaire de quelle partie de ma propriété intellectuelle. Ça, encore une fois, c'est l'avantage de l'immatériel. Avec cette logique aussi de gestion à l'international par des plateformes qui s'appuieraient par exemple sur les implémentations de la blockchain, on peut faciliter ça et on peut faciliter la vente de micropropriétés sur une propriété intellectuelle. Ça, c'est aussi des choses qui, à mon avis, vont se développer et qui sont relativement intéressantes. Un autre usage, alors là, je ne me positionne pas encore dessus, mais effectivement, je reconnais que ça peut changer les choses, c'est que l'intérêt aussi de la blockchain, d'une manière générale, je fais la blockchain, il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail, mais en tout cas de certains smart contracts qui pourraient être utilisés, serait de rendre rivaux des biens qui sont non rivaux. Alors vous savez que dans l'idée, sans rentrer trop dans le détail, l'idée c'est que la propriété intellectuelle, c'est une création donc légale qui va nous donner un monopole sur un bien immatériel, alors que par principe, personne n'a aucun droit sur l'immatériel. Tout ce qui n'est pas matériel appartient à tout le monde, sauf s'il y a un droit de propriété intellectuelle, dit autrement. Donc il y a une rivalité qui est créée, mais toute pièce par la loi. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, par la technique, rendre cette rivalité réelle. C'est-à-dire faire en sorte que, effectivement, tel usage ne puisse être fait que si on a contrôlé que la personne avait bien tel droit sur telle propriété immatérielle. On va pouvoir suivre au fur et à mesure de l'exécution de l'utilisation de la ressource qu'il y a bien effectivement telle personne qui était bien en capacité d'utiliser telle œuvre, ou alors on peut même s'assurer que telle œuvre qui a été transmise à telle personne n'appartient plus ou n'est plus chez la personne antérieure. Imaginons que je prends un exemple du e-book, c'est peut-être pas le meilleur, mais j'ai un e-book. Si je le transfère, je peux m'assurer, toujours pareil par le biais des smart contracts, que parce que je l'ai transféré, j'en ai plus aucune possession. Que là, entre guillemets, on s'enlève pas le plaisir, mais l'un des bénéfices du numérique est de pouvoir dupliquer à volonté la propriété intellectuelle. Donc on peut créer de la rareté. Et effectivement, la blockchain, en tout cas ce suivi qu'on pourrait faire de l'exploitation, en tout cas de chacun des droits de propriété intellectuelle, permettrait ça. Et autre modalité de financement qui aussi, à mon avis, peut être explorée. Alors j'étais très impliqué
Très impliqué. J'étais impliqué notamment lors des votes des lois des DVSI et Adopi sur ce qui était modèle alternatif aussi de financement de la création. Donc, je pense il y a un débat sur le financement de la création, mais qui se concentre sur la propriété intellectuelle, alors qu'il pourrait être aussi pertinent parfois de remettre, pas en cause, mais au moins de lever la tête du guidon et de se dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de financer la propriété intellectuelle. Et il y avait notamment cette logique de microdon qui a été beaucoup évoquée à cette époque, un peu développée, qui a encore du mal, même si on a des projets qui ont fonctionné grâce à ça, à être pérennes. Mais c'était donc cette idée où, par le don, on pouvait avoir un financement de certaines créations. Et finalement, certaines personnes vont être incitées à diffuser plus largement leurs œuvres pour avoir un autre canal de rémunération, de financement, qui serait le don, par exemple. Donc il y a cette logique où on va chercher à moins limiter la diffusion d'une création pour maximiser des retours qui pourraient être d'une autre nature que la seule propriété intellectuelle. Bon, ça c'était juste, pas en aparté, mais quelque chose que je voulais préciser. Bon, là je vous ai donc donné quelques réflexions sur l'utilisation qu'on pouvait voir par les smart contracts, en tout cas comment la maîtrise de la propriété intellectuelle pouvait évoluer du fait des smart contracts. Là, c'est un peu plus... alors c'est aussi la propriété intellectuelle, mais appliquée à... c'est une initiative qu'on est en train de mener, de lancer avec d'autres projets, alors notamment Koala Lex. Je ne sais pas si vous connaissez, donc une collègue amie Primavera des Philippines, d'ailleurs que je remplace aujourd'hui, qui avait cofondé un projet à l'international, Koala Lex, qui était en fait un projet qui réunissait des juristes qui s'intéressaient à la blockchain, pour faire très bref. Et dans le cadre, dans un partenariat avec OpenLaw, d'autre part, donc je vous en ai rapidement parlé, on essaye d'accompagner l'usage de la blockchain avec aussi le point de vue du juridique, donc du juriste, et faire en sorte de lever les différents obstacles à l'adoption de la blockchain, en tout cas de comprendre d'une part ce que je mettais là, juste là-haut, quels sont les liens entre droit et blockchain, mais surtout quelles sont les incertitudes légales, quels sont les obstacles à l'adoption de la blockchain. Encore une fois, là pour l'instant on parle quand même de beaucoup de projets qui sont expérimentaux. On voit un potentiel fort, mais on ne peut pas dire que le marché soit emparé d'eux. Alors, même s'il y a beaucoup d'argent sur la blockchain, ce n'est pas des acteurs industriels qui pour l'instant, investissent massivement sur cet usage. Donc on réfléchit notamment à des aspects très juridiques comme le consentement. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a effectivement consenti à un smart contract, et donc effectivement les engagements liés à ce smart contract devant le juge devraient être validés. Alors il y a toute la question de la gouvernance, qui est relativement importante aussi dans la blockchain. Ce que j'aimais beaucoup dans l'intervention tout à l'heure de la Commission européenne, c'est effectivement de prendre en compte la blockchain, c'est primordial. Et après, il y a aussi la question de la souveraineté. C'est un enjeu qu'on n'a pas évoqué ce matin, mais toute la question de quels sont les nœuds, en fait, comment est réparti le pouvoir sur la blockchain. Parce que si on dit qu'effectivement la vérité sur la blockchain, c'est lorsque la moitié est d'accord sur cette vérité, si cette moitié des serveurs qui représentent donc les personnes qui valident ce qui doit être la vérité sur la blockchain sont toutes dans le même pays, on se rend compte qu'il peut y avoir des soucis en termes de gouvernance. Et c'est, je pense, très bien et très fort que des États et l'Europe s'emparent vraiment de ce sujet de souveraineté. Donc on a tout un travail qui a été initié l'an dernier et qui continue cette année sur le rapprochement entre smart contract et contrats légaux. Donc c'est bien, on l'a dit tout à l'heure en filigrane, un smart contract n'est pas du tout un contrat. Le smart contract, c'est ce qui va pouvoir exécuter des engagements contractuels. Donc vous allez pouvoir un instrumentum. Donc vous avez soit un papier, soit un consentement entre deux personnes, et le smart contract qui sera utilisé va permettre d'automatiser les engagements qui ont été pris par ces personnes. Donc c'est vraiment deux choses distinctes qui se complètent parfaitement, mais qui sont distinctes. En revanche, on n'a pas encore d'interface facile qui permettent de dire telle clause, c'est tel smart contract. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on va travailler par ailleurs. Donc, il y a tout le côté interfacé. On parlait tout à l'heure d'ontologie. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Même la manière de développer dans un langage qui soit compréhensible par un juriste. On travaille même sur cette partie-là, le langage informatique dédié. Et il y a cette logique. Alors ça, j'y crois. C'est un peu plus difficile, mais de faire en sorte que l'interface soit automatique entre le contrat et le smart contract. C'est-à-dire qu'on vous livre un contrat et automatiquement ce contrat qui peut être compilé, entre guillemets, dans une machine qui en fait un smart contract et les réciproques.
C'est aussi un sujet qui est beaucoup évoqué sur Ethereum, qui n'est pas si simple à prendre en main. Et donc ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est d'une part une forge de smart contract open source, donc faciliter l'utilisation des smart contracts en partageant sur donc une forge, c'est un lieu dans lequel on réunit un peu tous nos projets, on permet aux gens de les reprendre et de les améliorer, plutôt à destination de juristes, mais pas seulement. Et là, c'est des gens qui peuvent partager les petits smart contracts qu'ils ont testés, des idées qu'ils peuvent avoir sur une fonctionnalité apportée par, et ensuite qui sera soumis et amélioré par la communauté ou d'autres personnes qui s'y intéressent. Et une bibliothèque de smart contracts de référence en fait, là, l'objectif, c'est d'avoir des smart contracts un peu plus complets, mais qui permettent de répondre à une fonctionnalité et qu'ensuite, cette fonctionnalité, en tout cas, en faire une référence de telle sorte à ce que les gens qui veulent telle fonctionnalité puissent utiliser telle ressource de référence et faire évoluer ce catalogue de smart contracts de manière la plus communautaire et transparente et ouverte possible. Je rejoins parfaitement ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le côté sécurité et transparence, ce qui fait la force du modèle de l'open source à bien des égards, c'est justement qu'il y a des millions, des milliers de personnes qui sont en capacité de voir ou de faire voir par les personnes qui sont compétentes chez elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur les smart contracts actuellement. Actuellement, quand vous cliquez quand vous acceptez le smart contract, vous n'êtes pas allé lire le smart contract tel qu'il a été rédigé, parce qu'en plus, c'est même pas la même forme que celle qui est exécutée. Donc là c'est des choses sur lesquelles il manque encore un peu de maturité et sur lesquelles on travaille. Et juste pour terminer avec cette partie-là, on a lancé, c'est notre façon de fonctionner, et vous êtes vraiment bienvenus si le sujet vous intéresse pour cette année, donc en 2017, ce qu'on a appelé Smart Contract Academy. Et en fait, c'est un projet dans lequel on va piloter pendant 1 an des équipes de 5 à 7 personnes pour développer des smart contracts sur des cas d'usage industriels avérés, en tout cas sur lesquels il y a un vrai besoin, avec des mentors du domaine en question. Voilà, c'est l'idée en tout cas, on fonctionne à chaque fois sur du faire. Et c'est l'un des projets qu'on va mener cette année avec les Cannes, l'Alex et OpenLaw. Voilà, c'était les quelques éléments que j'avais. C'était un peu diffus, mais encore une fois, ce qui est important, c'est pas la technologie, c'est vraiment le modèle, en tout cas, et la manière dont ça peut être utilisé pour mieux faire ce qu'on fait aujourd'hui ou pour faire d'autres choses qui n'étaient pas envisageables auparavant. Voilà. Merci Benjamin. Donc on peut commencer avec quelques questions, et comme il fait partie également de la table ronde, ce que je propose, c'est qu'on prépare l'arrivée des autres intervenants de la table ronde pendant qu'il répond aux questions. Alors on va faire passer les micros. Oui, bonjour André Jatovo. Je ne suis ni juriste ni audiovisuel, donc en question un peu profane. Dans les premières présentations, on avait cru comprendre que les fameux intermédiaires de confiance allaient disparaître ou auraient leur rôle modifié. Puis dans votre intervention, on comprend que le contrat légal, en fait, coexiste avec le smart contract. Donc finalement, que l'intermédiaire de confiance, il est toujours là. Donc je voulais savoir comment ça s'agençait, en parallèle. Oui, alors je pense que c'est 2 pans un peu différents, l'aspect smart contract et le côté remise en cause des intermédiaires. Moi, pour répondre à la question, je ne sais pas si je prends par le bon bout, je dirais que la blockchain c'est la confiance. C'est la confiance dans le numérique, par la technologie. On a eu un certain nombre d'illustrations tout à l'heure, et beaucoup de personnes peuvent être tentées de passer par ce modèle de confiance associé par l'utilisation de la blockchain plutôt que de passer par des intermédiaires de confiance classiques. C'est ce qui se passe avec les banques, notamment en Amérique du Sud, où finalement les gens préfèrent échanger des bitcoins que passer par la banque pour échanger l'argent de chez eux. Donc là oui, il peut y avoir un vrai passage, donc un changement de monde. Cela dit, la blockchain, c'est aussi une technologie qui fait ses preuves, en tout cas qui peut apporter des réponses. C'est pour ça que j'ai essayé d'illustrer avec tout ce qui était, par exemple, démembrement de propriété intellectuelle, qui peuvent apporter des réponses à des sujets qui sont complexes à gérer aujourd'hui par les acteurs d'aujourd'hui. Et en ça, je ne peux pas parler de société de gestion collective, mais en tout cas, si tous les acteurs qui aujourd'hui ont ce rôle d'intermédiaire s'emparent de la technologie de la blockchain pour, à mon avis, mieux faire ce qu'ils font
voire faire plus de choses, ça peut être créatif. En fait, ça va créer de la valeur pour les personnes pour lesquelles ils le font, et plutôt à leur profit aussi. Et en ça, c'est une transformation numérique. En tout cas, c'est tirer profit de l'une des révolutions, en tout cas l'une des évolutions intéressantes qu'est la blockchain dans la société d'aujourd'hui. Ok, merci. Oui. Ouais, Question. Oui, Ouais. vas-y Nicolas. Juste une petite question. On a démontré que la confiance, on pouvait l'avoir dans la blockchain. Comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse avoir confiance dans les smart contracts? Comment vous prouvez qu'un smart contract fait bien ce qu'il est censé faire? Alors, en fait, la question est très bonne. C'est la raison pour laquelle on vraiment s'est tourné sur des logiques open source. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la confiance, on puisse l'avoir par une question de référentiel, par la mise en place de référentiels, et donc des catalogues qui évoluent au fur et à mesure par l'usage qui en est fait par chacun des acteurs. Si on utilise aujourd'hui dans l'embarqué, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des bibliothèques open source, on le fait pas parce que parfois on le fait parce que c'est moins cher, mais on le fait aussi parce qu'on sait que ses concurrents, ses partenaires, tous les autres acteurs de la même industrie utilisent ces bibliothèques open source. On n'est jamais allé les lire, et pourtant on leur fait confiance. Je vois l'argument, mais The DAO, c'était open source. Oui. Donc c'est pas suffisant l'open source. Ah non, de toute façon, il n'y a jamais une seule solution. Alors, The DAO, je ne sais pas si les acteurs ici présents connaissent, on l'a abordé de manière assez rapide, mais effectivement, c'est un exemple d'un smart contract qui avait une faille et qui a permis à une personne de détourner un tiers des fonds d'un projet, donc 50 millions. Ce qui est intéressant, et j'avance à ce moment-là que je parle de Laurence Lessig, ce qui est intéressant, c'est que la communauté, dans ce cas de figure précis, a considéré parce qu'il y avait deux possibilités, hein. Soit il se soumettait à la technologie code is law, et dans ce cas-là, ça a été ok, il était plus malin que nous, mais effectivement le contrat était fait de telle sorte qu'il puisse prendre ces 50 millions, on ne va pas revenir dessus, ou on remet en cause le code. Et c'est la deuxième option qui a été choisie. Donc ils sont revenus en arrière, de telle sorte à pouvoir corriger la faille, et donc l'exploitation qui en avait été faite. Donc là, on a eu un retour en arrière. Ce qui aussi, et sans faire une fixation sur l'open source, je pense que c'est vraiment des modèles qu'il faut avoir en tête, parce qu'ils ont apporté beaucoup de réponses à des projets qui sont horizontaux et collaboratifs, comme ceux qu'on évoque. La force des projets open source est leur communauté. Quand on n'a aucune communauté, il y a des risques. Quand il y a des communautés, on s'aperçoit que justement, il n'y a plus ces risques. En tout cas, ils sont réduits. C'est pas qu'il y a plus ces risques. Ils sont réduits, tout à fait.